J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garantie, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous, en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a, par exemple, Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de... Tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. On en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu ici que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur. Avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020. Il avait 86 ans. Beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDCI qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi. Mais pourquoi il y aurait don de soi d'Houphouët-Boigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui, en 2019, met à sa grande une, à 85 ans, Bédié, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus bon. Non, mais ce que je vais dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit, pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on est dans un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous. Oui. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y a pas, au sein du RHDP, quelqu'un qui puisse prendre la main. Le président Alassane Dramane Ouattara avait dit « J'ai envie de passer le flambeau à une nouvelle classe de politique, à des jeunes ». Est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir du syndrome de l'homme providentiel avec le président Ouattara?
Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir si au FPI, il n'y a personne d'autre que M. Gbagbo à vouloir se présenter à la Pour l'instant, présidence? il n'est pas candidat. On posera la Il question au moment n'est pas venu. candidat parce qu'il ne peut pas être candidat. Oui, mais pour l'instant, le seul qui soit candidat, Oui. c'est dans votre camp. Mais c'est Et on pose la exactement question la même maintenant, quand chose. ça viendra en son temps. Si M. Mais vous, Gbagbo chez vous, s'il lui était possible d'être candidat aujourd'hui, il serait candidat. c'est possible. Là, on est encore dans le domaine du si, du conditionnel. Bon, mais mais là, on a un voilà, on fait ce candidat, qu'on fait pour mais là, on qu'il a un soit candidat, candidat. Madame Touré, Oui. de 83 ans, qui demandait à se reposer, et qui voulait passer la main, comme il a dit dans son discours, à une nouvelle classe d'hommes politiques. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu vu comme s'il n'y avait personne d'autre que lui? Et ça, c'est pas le syndrome de l'homme providentiel? Mais absolument pas. Il ne vous est pas passé inaperçu que M. Patrick Hachi, dernièrement, a fait lever Hier. sa nationalité Hier, oui. française. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être le signe qu'il se prépare pour 2030? Nous avons de la relève. Écoutez, franchement, Nous avons de la relève. là, on est dans... Mais pourquoi pas? Monsieur Hachi est un cadre important du RHDP. Monsieur Patrick Hachi a la double nationalité. Il est français de par sa maintenant, il mère. l'est plus, ouais. Et maintenant, il a fait lever sa nationalité française, ce qu'on a demandé en vain à monsieur Tchiliam jusqu'à peu de temps. Mais alors, peut-être que monsieur Hachi, Patrick, se prépare pour 2030. Est-ce que ce serait pas le signe, justement, de cette transmission Patrick Hachi générationnelle? symboliserait la jeunesse? Et pourquoi pas? Ah. Et pourquoi pas? Et on n'a pas la même lecture de la jeunesse, je dans nos crois, pays, hein. c'est qui les plus jeunes? Dans nos pays. Quand Mais on parle de attendez, jeunes, moi, je me sens pas jeune. Vous ne vous Aujourd'hui, sentez si on pas devrait jeune? même passer le relais, à mon âge, je me dirais que c'est pas vraiment de la fraîcheur. Mais vous savez, en Afrique, les jeunes et les vieux, on peut en parler. C'est pas pour vous que je le dis. Quand je prends le Cameroun aujourd'hui, le président a 90 ans, et qu'il ne fait pas, ah ben c'est le cas extrême, mais c'est un cas quand même qui existe. Ils volent allègrement vers le 8e mandat. N'y a-t-il pas de jeunes au Cameroun? La question se pose aussi là-bas, hein, rassurez-vous. Je voilà. pose exactement la même question. Chez nous, il y a des jeunes qui se préparent. Voilà. Ok, on va dire ça comme ça. voilà. Et là, je me tourne vers M. Predoumi. Le président a évoqué, on va parler des arguments qu'il a avancés. Il a dit, on a de vrais problèmes sécuritaires, ce qui est vrai dans la sous-région. Qu'il pense qu'il est mieux expérimenté pour pouvoir résoudre cette question-là. Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais aux États-Unis, quand il y a eu le bombardement des tours Tiennes, là, après le mandat du président est terminé, il y a toujours des menaces. C'est Obama qui est venu éliminer, comment on appelle Ben Laden. L'autre aurait pu dire que comme Ben Laden est vivant, moi je continue, j'écris. Donc c'est pas, les problèmes vont toujours exister. Moi je constate, je suis heureux que madame du RADP vienne nous dire que Hachi Patrick se prépare pour prendre la succession. C'est une éventualité. Bon, c'est encouragé. C'est une C'est ce qu'on éventualité. devrait faire dans Non, tous mais les laissez-moi finir, madame. Quand vous parlez, moi, je parle. Non, mais je vous écoute, c'est un échange. Non, Hein? il faut laisser. Madame l'a dit tout à l'heure, c'est un débat. Attendez, s'il vous Est-ce plaît. que S'il vous plaît, madame. Mais bon, il faudrait peut-être que le débat soit géré. Madame, laissez-moi finir, puis vous prenez la Mais parole. je peux parler avec vous sans Non, c'est comme marcher les uns sur les on autres. peut pas entendre. Quand il a fini, on vous redonne la Voilà, parole. voilà. Alors, je vous écoute, monsieur le Président. Je constate que c'est vrai que si c'est Patrick Hachi, il a d'une qualité. Et heureusement que ça soit quelqu'un qui a été formé par le PDCI RDA. Donc, moi, je constate que après tous ces dizaines-là, c'est les gens du PDCI RDA qui approchent le Premier ministre de la sortie du PDCI RDA, le président du Conseil communal de la sortie du PDCI RDA. Et donc, je comprends le président qui n'est pas dans son écurie RDA initiale, quelqu'un pour le remplacer. Bienvenue à M. Patrick Hachi. Permettez-moi, monsieur. Voilà. En même temps, Permettez-moi ce que vous vous êtes perdu Prédoumi. un peu sur la question, c'est la question sécuritaire. Les Vous questions avez une réponse sécuritaires sur la vont question toujours sécuritaire. exister dans le monde entier. Et si un président pense qu'il doit finir tout avant de partir, il n'y aura jamais de président qui va céder. Exactement. En ce moment-là, il ne faudrait pas des règles. Il faudrait dire que le président de la République est élu à tout moment, sans limitation des mandats. Bien. Une S'il n'y a pas monarchie encore. voilà. S'il n'y a pas de limitation des mandats, moi, je ne serai pas plein. Voilà. Alors, Madame Naïm, là, il a également évoqué l'aspect économique. L'aspect économique qui est quand même l'une des choses sur laquelle le président Alassane Dramane Ouattara a consacré beaucoup de temps. Est-ce que, dans cette situation-là, on peut dire il a fait marcher l'économie ivoirienne, il continue, c'est tout à fait normal qu'il ait envie que ce qu'il a mis en place ne s'effondre pas? Oui, mais alors c'est ce qu'on vient de dire. À ce moment-là, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'on est dans un mandat qui n'a pas eu de début d'ailleurs, hein, puisqu'on sait de quelle façon il a été imposé et qui n'a pas de fin.
Non, ce n'est pas tout à fait sérieux et je crois qu'il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que les défis sécuritaires, économiques et monétaires seront toujours importants. Ils sont pas particulièrement sans précédent. Aujourd'hui, c'est faux de le dire. Mais est-ce qu'il n'est pas la personne la plus appropriée, la plus expérimentée? Lorsqu'il dit cette phrase des défis sécuritaires sans précédent, c'est absolument faux. La Côte d'Ivoire a connu une guerre. Mais non, nous avons connu une guerre sur notre territoire. Donc il y a un précédent très grave qui est l'attaque et la rébellion de 2002. Donc nous dire qu'aujourd'hui c'est des défis, qu'est-ce qu'il y a de plus d'enjeux sécuritaires lorsqu'on a le pays partagé en deux, occupé par une rébellion des milices armées? Je vois pas ce qu'il y a de plus problématique et de plus donc les enjeux sécuritaires, on les a déjà affrontés, on les a déjà connus. En ce qui concerne si c'est la menace terroriste dont on parle et qui a occupé l'ensemble des pays voisins. Attention à la table quand vous la tapez, c'est ce qu'on me fait. Qui forment l'AES, avec une participation de la France dès 2013 au Mali. Est-ce que les pays du G5 Sahel, est-ce que l'ensemble des républiques africaines membres de la CEDEAO ont réussi à former une coalition suffisamment forte, non seulement pour faire reculer le terrorisme, mais pour l'éradiquer? Et d'ailleurs au Niger, c'est tout l'enjeu. Au Niger, c'est bien ces jeunes qui font partie des groupes djihadistes sont recrutés comment? Si ce n'est par un déficit de développement économique. Donc en effet, quand on parle des enjeux économiques, c'est le développement et le développement pour tous. C'est pas parce que effectivement les 6-7% de croissance de la Côte d'Ivoire, on a effectivement pu constater que le parc automobile de voitures de luxe à Abidjan s'est considérablement renforcé. En revanche, les jeunes déguerpis, 80% d'emplois informels et les gens qui n'arrivent même plus à faire 3 repas par jour, c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc le défi Madame économique... Naël, je ne vous interromps pas. Le défi économique, vous êtes en train de remettre en cause son bilan économique. Oui, je remets en cause son bilan économique et si d'aventure il était si fier de ce bilan économique, si assuré d'avoir toute la jeunesse ivoirienne avec lui, motivée pour le voir continuer, eh bien il y aurait un scrutin ouvert. Tout le monde vote d'une façon, comme il le dit lui-même, apaisée, c'est-à-dire qu'on fait un audit de la liste électorale puisque tous les partis ont constaté qu'il y avait de graves problèmes. On n'élimine pas les candidats d'opposition sous tous des prétextes des plus loufoques aux plus invraisemblables, et on fait une véritable élection. Et effectivement, les Ivoiriens choisissent. Ça n'enlèverait pas le côté anticonstitutionnel de ce 4e mandat, mais on va pas revenir sur le débat, effectivement, mais au moins ça permettrait de trancher et d'avoir réellement l'avis du corps électoral ivoirien. Alors, quand j'entends Madame Meyer et Monsieur Bredoumé parler de la Côte d'Ivoire, je me demande si c'est bien du même pays que je connais qu'on parle. Si c'est de la Côte d'Ivoire où les gens affluent de partout pour venir en Côte d'Ivoire investir. Tout à l'heure encore, j'étais dans un Uber. Le monsieur me disait, ah oui, mais vous venez de la Côte d'Ivoire, moi je vais y aller investir. Tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Et vous parlez de bilan économique déficient. Mais savez-vous notre PIB actuel? Nous sommes passés avant le Ghana aujourd'hui. Nous sommes 2e après le Nigeria. Et vous croyez que ce n'est rien? Mais le PIB, il est là pour renforcer... Mais il est généré par tous ces investissements. Vous croyez que c'est comment? La richesse, elle est générée par quoi? Oui, mais ça, on sait. On sait qu'il y a des flux d'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a du développement. Non, à quoi ça sert d'avoir un flux d'argent s'il n'y a pas de développement? Le développement, ça se mesure par de l'emploi et de l'emploi sécurisé déclaré. D'accord? C'est ça, le développement. Ici, vous avez le plein emploi. Même en France, ici, vous avez le plein emploi. Non, mais là, on parle pas de la France. Mais pourquoi vous croyez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est subitement sorti de Mars ou quoi? Nous sommes un pays africain. Nous sommes partis il y a 15 ans d'un pays qu'on a ramassé à la petite cuillère. Il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire, c'était toutes les infrastructures étaient par terre, à cause d'une guerre. Non, madame, laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Là, on peut pas. Alors, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, comment on peut pas... Mais attendez, vous êtes parti en Côte d'Ivoire depuis quand?
L'année dernière. Vous J'y êtes vais parti, chaque année. vous étiez parti en Côte d'Ivoire en J'y vais 2010, chaque en année. 2011 Vous êtes au courant, Monsieur Hachi, vous m'avez dit, il est de mère madame. française. Voilà. Vous Donc pouvez vous êtes aujourd'hui- parfaitement au vous pouvez courant aujourd'hui qu'il y a nier- des binationaux dans ce pays, vous le savez. J'en suis D'accord. une. Donc voilà. je sais parfaitement. Merci. on va pas se perdre, on va pas se perdre, Madame Touré. Je voudrais répondre à M. Et puis, attention, Bredoumi. vous tapez beaucoup Oui, dans le excusez-moi. Je voudrais répondre à M. Bredoumi qui parle des cadres du PDCI dans le RHDP. Mais M. Bredoumi, vous avez oublié que jusqu'au décès du président Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de RDR. Nous étions tous PDCI. Donc, les progrès réalisés par le PDCI sont le fait de nous tous. Et après 1994, le bilan de M. Bédier jusqu'en 1900, jusqu'à son décès, là, ça c'est le bilan du PDCI. Vous comprenez? Avant ça, le PDCI, c'était toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais jeune travailleuse, on me coupait. Le PDCI qu'on est en train on me coupait de l'argent pour cotiser au PDCI. Le PDCI qu'on est en train d'exclure des élections. Alors, défi sécuritaire, oui. Aux États-Unis, il y a eu machin. Mais nous avons eu cette rébellion, nous avons eu cette guerre parce que le président qui était en place a été incapable de juguler ce défi sécuritaire-là. Comment on peut savoir que son pays est sur le point d'être attaqué par une rébellion et dire, ah, moi, je vois leur dos, hein, je vois les nageurs, mais de toute façon, je sais partout ils s'arrêtent, mais je ne fais rien. Ça, c'était une déficience impardonnable. Alors oui, Madame Meyers, vous venez toujours avec votre exagération et vos grands mots, mais la vérité est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays viable, est un pays enviable, est un pays envié. Alors, personne ne peut le alors, nier. On va terminer cette partie. On va terminer libres. cet élément. On va terminer cette partie en écoutant M. Bredoumi rapidement. Oui, M. Foucault, je vous remercie. Moi, je parle toujours à des chiffres. On parle du bilan économique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une dette de près de 35 000 milliards de francs CFA. Après avoir mobilisé 115 000 milliards sur 15 ans. Notre dette, le service de la dette absorbe 81,6% de nos ressources. C'est ça, ça veut dire qu'on n'a même plus possibilité. C'est comme une crise, j'appelle soupape. Nous avons un taux de chômage, un taux de pauvreté on a 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres. Au point que le gouvernement a créé ce qu'on appelle les popotes. Au moins, les popotes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, on vient d'augmenter encore de 70 000 ménages qui viennent d'arriver. Le pays, aujourd'hui, est classé par le GAFI, le pays le plus corrompu, et avec l'Union européenne sur la liste noire, le pays où il y a le blanchiment d'argent. Nous sommes 3e en Afrique où on a le suicide. Nous sommes parmi les pays où l'immigration est le plus développée. Ça, c'est le bilan. Et c'est ce que j'attendais du président Ouattara. Mais on peut vous répondre aussi qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête que parce qu'il y a un climat qui permet d'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. Attendez. D'espérer que ça va marcher. Quand on pense qu'on a accusé le pouvoir précédent d'avoir fait 6 000 milliards de dettes et que c'était insupportable, incroyable, avec un PIB, avec un pourcentage, la dette PIB de 56%, alors qu'on tend vers 62%. Voilà. Donc, quand on a les recettes fiscales qui reprennent près de 62% de notre recette, mais ça dit qu'on a asphyxié. On a asphyxié. Quand on a 10% seulement des entreprises, moins de 10% des entreprises qui sont locales, ça dit que le PIB dont on parle, c'est de la richesse qui est créée, mais qui est exportée. Voilà. Les Ivoiriens n'en profitent pas. Oui, alors moi on va terminer dessus parce qu'il y a d'autres éléments. Moi, je ne suis pas dans le chiffrisme effréné. Ah, mais c'est ça, c'est pas là, on me dit, mais il faut bien parler des chiffres. Mais comme vous avez dit, s'il y a dette, il y a investissement en face. Monsieur Bredoumi, votre président est un banquier. Tous les banquiers connaissent le risque que le pays est dette. On ne prête qu'aux riches. On ne prête pas à quelqu'un. Même simplement, je vais voir mon banquier, je lui demande un prêt. Ce qu'il va regarder, c'est ma capacité à rembourser, sinon il ne me prêtera pas. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous parlez de corruption. La Côte d'Ivoire serait devenue aujourd'hui plus corrompue qu'avant. Ah oui. N'est-ce pas sous le gouvernement de M. Bédier que 18 milliards d'aides de l'Union européenne ont disparu et que jusqu'à présent, on n'a pas fait parler? On a 35 000 milliards. 35 milliards non, déjà. Monsieur, est-ce que c'est vrai ou pas? 35, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. 18 milliards de l'Union européenne n'ont pas disparu sur M. Bédier? Non, ce n'est pas disparu. Ah, bon, c'est seulement 18 milliards de dépenses non reconnues. Ah bon? Donc, ce n'est pas des documents. Donc, vous faites des disparu. C'est pas disparu parce qu'on a mis ça. C'est une question de... Moi, j'ai géré les fonds de l'Union européenne. C'est une question de sémantique. Quand vous avez de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les lignes directrices. Si vous prenez les lignes directrices et que vous investissez, par exemple, dans le micro-ordinateur
que vous utilisez, ou bien dans le micro ici, parce que vous avez justifié par vos comités de pilotage, et que le comité de pilotage vous donne autorisation de le faire, il va dire non, comme vous l'avez utilisé sur le micro plutôt que sur le chronomètre, moi je ne prends pas ça. Je ne reconnais pas. Voilà, c'est ça qui est fait. Maintenant, 35 milliards, ça a déjà fait 2 fois du fer. Près de 300 milliards. Mais si on veut faire ça, non, écoutez, Monsieur Béguin, déjà, en 1977 a été viré. Là encore, on va avoir du mal. Il y a un autre sujet sur lequel. Donc, laissez-moi. Donc, moi, je vous donne les chiffres, vous avez donné les chiffres, je vous donne les chiffres. Non, mais moi, je vous donne des faits. Alors, s'il vous plaît, tout dernièrement, quand M. Joël Nguessan a parlé de ça, il s'est retrouvé quelque part. Donc, il a dit qu'il y a eu des détournements et c'est même pas Joël Nguessan. La bonne gouvernance, c'est l'ancien ministre RHDP qui était porte-parole. C'est un membre du RHDP. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'impunité au RHDP. Attendez, je vous dis ceci avant de conclure. Je vous dis que l'autorité de bonne gouvernance a dit que la corruption nous fait perdre 1400 milliards par an. Si on multiplie par 15 ans, c'est le 2 tiers de notre dette.